que je vais faire là, c'est envisager un certain nombre de doutes ou d'hypothèses que je vais tenter de poser sans éviter trois complexités. Enfin, la première complexité, c'est le temps qui m'est imparti, donc je vais aller très très vite. Et je m'excuse parfois des sauts que je ferai peut-être de façon un petit peu abrupte et que peut-être on aura l'occasion de réévoquer dans la discussion. Donc envisager un certain nombre de doutes ou d'hypothèses, trois complexités, le temps historique que nous allons remonter, je suis une historienne, et donc je vais fouiller un peu à la manière de l'archéologie dans des notions qui vont se désagréger pour peut-être peu à peu se réagréger, et dans le même temps essayer d'évoquer certains faits d'actualité que vous connaissez sans doute, mais qui valent, je crois, rappel. Ces rappels, ils visent tous à permettre de dégager que la notion d'autoproduction, je voudrais attaquer un peu le mot directement, puisque c'est le mot de la journée, c'est le mot qui nous rassemble, ne me semble ni suffisante ni totalement juste, et à nous interroger sur ce que j'ai appelé un décollement dans un précédent article ou travail du designer par rapport à l'industrie, mais que j'ai envie d'ici d'approfondir en allant au-delà d'un mot qui décrit un fait ou une constatation, si vous voulez, et qui consistait à entériner de façon assez claire le fait que beaucoup de designers aujourd'hui, bien que formés dans des écoles de design industriel, au fait de l'industrie, et la désirant toujours, je crois que c'est important, ne travaillent plus ou ne travaillent pas pour elle. Cela leur donne une connaissance de l'industrie, une position dans le champ de la conception, mais la rencontre ne s'est pas faite, c'est un petit peu ce qu'on a entendu à l'instant. Pourquoi cette dénomination d'écollement? D'abord parce que je trouve le mot très sensible, en fait très physique. On y sent que la chose ne se fait pas toute seule, qu'elle part d'une sorte de volonté, parfois d'une sorte de résignation volontaire même, quant à l'impossibilité ou au refus éventuel des mécanismes industriels à rencontrer le projet du designer. Indubitablement, ce décollement, il a lieu, cela a lieu, sans plus trop de douleur. J'ai l'image en fait d'un sparadrap qu'on enlève de la peau, c'est pas très agréable, mais ça n'a rien non plus de dramatique. Où le terme d'autoproduction n'est pas complètement satisfaisant, c'est grosso modo pour 4 raisons, je vais aller assez rapidement, et je vais partir de la définition tout simplement de l'autoproduction, qui est certes, selon certains, une production par des agents économiques de biens ou de services à laquelle ils n'ont pas normalement vocation. Réparer soi-même sa voiture, on n'est pas garagiste, mais on peut le faire. Rénover soi-même son logement, etc. Des occupations qui nous occupent assez régulièrement. Mais davantage encore, l'autoproduction se distingue d'un certain nombre d'autres activités dans un sens, dans des sens qui me semblent à souligner. Elle n'est pas production. Cette dernière serait l'activité qui consiste à produire seule pour les autres. Elle n'est pas coproduction, ce qui consisterait à produire avec les autres, et elle n'est même pas ce que l'on appelle aujourd'hui le crowdsourcing, et qui consisterait à produire seul, pour soi et les autres. Je me réfère non pas à ce qu'on va entendre, je pense, une partie de la journée, mais bien au terme d'autoproduction. Elle est donc une activité qui consiste à produire seul pour soi, dans un premier temps, et cela me semble bien sûr un peu antinomique avec la position du designer, dont la vocation historique, que je vais poser très très vite là, est celle de concevoir pour une production d'usage pluriel et pour les autres. Or, le moment bien précis de l'autoproduction, si on se réfère à cette définition, ça serait grosso modo le moment où on fait le prototype fonctionnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mock-up, on n'est plus dans la maquette échelle 1, mais dans une matérialisation très très proche de ce que pourrait être la pièce ou le produit pour le designer qui est dans son projet. Alors à ce moment-là, peut-être oui, autoproduction et prototypage sont des moments, et encore, on fait bien souvent appel à d'autres pour le prototypage. Mais là où l'autoproduction est différente de ce que je viens de décrire, le moment du prototype, c'est qu'elle est bien la production par un consommateur pour sa consommation. Même si on peut envisager une externalisation de la production vers le consommateur via l'open source. C'est des choses aussi dont je pense qu'on va entendre parler aujourd'hui. Ça veut dire, et je suis un petit peu caricaturale quand je dis ça, ou un petit peu provocante, c'est que j'ai jamais vu ou rarement vu un designer se contenter de produire ou de projeter, on est dans le projet, seulement pour sa consommation. Mis à part des expérimentations, mais là encore, c'est un petit peu la différence que je ferai avec ce qui a été dit ce matin en introduction, en particulier par Patricia, c'est que la question de l'autoproduction ou la question de la production, elle est à un moment bien plus large que seule la question de l'expérimentation, ou en tout cas l'importance de l'expérimentation ou de ce qui serait une recherche, par exemple, dans une école d'art ou de design, me semble être déjà vécu depuis bien longtemps et ne pas forcément devoir rencontrer le mot d'autoproduction en pensant qu'il serait un mot nouveau. Si vous voulez, en comparaison dans
dans le crowdsourcing, on voit que c'est une production par des consommateurs pour des consommateurs, ce qui est aussi une différence, avec également une production qui peut être externalisée vers les consommateurs. Cela, et cette notion de crowdsourcing, elle pose nettement une notion qu'on rencontre très souvent quand on parle de tous ces sujets, c'est la notion d'amateur, par exemple. La production est générée par des consommateurs, souvent anonymes, qui mettent à disposition d'autres consommateurs avec un contrôle du fournisseur et une autorégulation. Enfin, la coproduction, elle est une production par des consommateurs pour une consommation. La production, dans ces cas-là, est alors générée par la confrontation de points de vue d'experts sur une thématique commune. Et la distribution a lieu vers une communauté de pratiques. La bicyclette pour les cyclistes, en quelque sorte, pour parler rapidement. Ce qui, par contre, me semble intéressant là-dedans, mais ne pose pas complètement pour moi la spécificité du designer, et c'est là que la position des designers ou du designer prend sens, c'est qu'il convient alors de réfléchir aux usages qui découlent des modes de production, et en l'occurrence, qui découleraient du nouveau mode de production, de ces nouveaux modes réapparaissants de l'autoproduction, donc aux impacts sur les données, les outils et les processus qu'on va nommer d'un mot pas très joli qui serait organisationnel. Ce sont des spécificités pour le designer. À ma connaissance, il n'en est pas un spécialiste, mais sur lesquelles, c'est sûr, il peut avoir un avis. C'est même parce qu'il a un avis que des textes de Maurice, par exemple, William Maurice, aux textes de la modernité, ou même à ceux du mouvement radical italien dont effectivement je vais parler, il peut parfois s'opposer ou se positionner différemment, et même contre les processus organisationnels, contre les données, contre les outils ou les machines telles qu'ils nous sont proposés aujourd'hui. C'est-à-dire, et ça je pense que c'est important, organiser de façon planifiée. L'industrie ou les différents moments de l'industrialisation, ce sont des moments où effectivement se construisent des formes d'unités de production, mais on verra que c'est bien plus complexe que ça. Et ce sont surtout des moments, et c'est ce qui peut-être caractérise en partie la grande industrie, où tous ces processus sont planifiés. Voilà. Donc la planification, elle a une importance, et bien sûr évidemment, une autre importance me semble à souligner, celle des valeurs d'usage, valeurs d'échange et valeurs de travail, que Pierre Damien a évoqué également. C'est exactement ce qui se passe, cette reconsidération de ces données dans les années 65-66, donc j'arrive à mes chers radicaux, qui tentent finalement une opération de réorganisation de ces données à travers ces mêmes processus, dans un cadre bien précis, qui fait intervenir effectivement la question de la politique, qui est politique finalement depuis les mêmes textes de William Morris pour le design, depuis évidemment la pensée de Marx pour la société industrielle, et les deux ont à voir, et vous le savez, et qui pose, et ça c'est peut-être quelque chose aussi qui est important, que les rapports sociaux sont conditionnés par les rapports de production. C'est pas moi qui le dis, c'est dans un très beau texte de Benjamin dont je vais reparler, et qui s'appelle L'auteur comme producteur. À partir de ce moment-là, je crois très simplement que l'artiste comme le designer ne peuvent jamais être seulement ou simplement dans la question de l'autoproduction. Et que de fait, cette question, elle est entre guillemets caduque. Mais l'intitulé de cette journée d'études, enfin de ce colloque, rencontre, journée d'études, pardon, rencontre, qui est quand même une sorte de journée d'études, nous précise deux autres termes. Producteur, d'une part, œuvre, d'autre part. Et je crois qu'un mot est aussi important et vient nécessairement se glisser entre ces termes, c'est évidemment le mot du projet et son but ou son résultat, qui n'est pas que l'œuvre au sens artistique du terme, mais le but, l'objet de l'œuvre, si je puis dire, ce qui s'objecte à nous, ce qui se met devant nous, et très souvent aussi pour le designer, c'est effectivement un objet. Je ne sais pas si vous suivez. Bref, quand les designers italiens d'Archizoom, de Superstudio, mais ceux aussi de UFO, de Gruppo Sturm, vous en connaissez, je pense, un certain nombre, parlent pour les deux premiers, Archizoom et Superstudio, de la super architecture, de la super consommation, de la super séduction ou de l'essence super. C'est le manifeste de Super Architectura, une exposition qui a lieu en 1968. Ils nous entretiennent bien de ces rapports de production dans le contexte, aujourd'hui évidemment remis en cause, à coup de crise économique évidente et de crise industrielle conséquente.
mais qui était à l'époque à la fois gangrenante et triomphante. En un sens qui pour eux n'était pas celui de la mise en cause de l'objet à consommer hyper présent, car la critique radicale est finalement assez positive, mais plutôt celui de la tentation d'une part qui existait d'englober par trop le design dans un système ressemblant à ce qu'on appelle les processus de l'Advanced Building System, ou des procédures planifiées que j'évoquais tout à l'heure de construction, que Mandini nommait euphoriques et technocratiques, et qui sont mal connues en France, parce que finalement la question italienne en France, elle se traite effectivement au mieux, c'est grosso modo ce que je fais, par l'étude des radicaux, et rarement par la question de ce qu'était alors le design en Italie, officiel ou institutionnel, et qui était exactement la question rationalisée de l'état de la ville. Donc on en revient là encore finalement à un des thèmes que voulait soulever Pierre Damien. Ce système rationalisé, il était représenté, on va dire avec une certaine grâce, par un designer comme Gio Ponti, designer et architecte, beaucoup plus clairement par le studio Ninzoli, et dans une espèce de polémique splendide par ce groupe assez formidable qui s'appelle BBPR, et où Rogers était quelqu'un... C'est la tour Velasquez à Milan, vous la connaissez, tous ceux qui vont à Milan connaissent ce bâtiment. Et là, on a des prises de parole qui sont très clairement une remise en cause de la question industrielle en tant qu'elle est une activité planifiée. Cette remise en cause, elle est bien sûr politique, mais elle est très clairement culturelle. Et c'est là aussi que je voudrais en venir. En tant que civilisation industrielle et moderne, elle ne provoque pas pour les radicaux l'ordre promis ou attendu, mais elle génère plutôt une situation de chaos social, chaos qui peut même être vu comme créatif ou productif dans le sens de créatif. Le travail des Italiens sera alors pour une part d'écoller de l'industrie vers différentes positions. Une vision critique et apocalyptique qui donne des projets de recherche que vous connaissez, comme Stop City, Continuous Monument, des histogrammes ou des entreprises de communication. Et ce mouvement qu'on a appelé le nouvelle deuxième direction, d'abord dans cette direction-là, comme ça, de décollement, et un autre mouvement qu'on a appelé le nouvel artisanat. Et là encore, on rejoint un thème qui va avec cette question de l'autoproduction, mais qui n'en est pas, et qui voit les radicaux développer dans une assez belle et personnelle syntaxe un langage. C'est-à-dire la double idée d'une sémiotique, en quelque sorte, un langage particulier d'une part, et une attention à la fabrication matricielle de ce langage en lien avec les questions de l'artisanat. Mais avec quand même un arrière-plan qui est il y a une très vive volonté de la part des radicaux de moderniser la question de l'artisanat, c'est-à-dire effectivement de faire ce qui aujourd'hui est décrit, c'est-à-dire comment on pousse ou comment on organise l'acquisition, l'utilisation de machines extrêmement contemporaines dans le sein de l'atelier d'un artisan, par exemple, d'une part, et puis aussi comment, finalement, on organise exactement en même temps la question du marché. La question du marché, vous la connaissez très bien, telle que les Italiens l'ont posée, c'est les galeries, d'accord? La galerie comme un marché. Cette articulation, elle nous montre bien qu'on est dans un décollement de l'industrie, mais que pour autant on n'est pas dans l'idée de l'autoproduction. De la même manière, dans la question de cette école extrêmement rapide, ténue, qui a vécu le temps de 2 saisons et qui est Global Tools, l'idée n'a jamais été de fabriquer pour soi et son usage dans le sens d'une consommation, mais de produire, et j'utilise intentionnellement le mot, de la même manière qu'on l'emploie en art contemporain, de produire des recherches. Voilà un peu un petit point sur cette question d'autoproduction et que je voudrais articuler avec la seconde partie de ma communication et que je vais entamer avec un épisode qui justement s'est passé avec les étudiants de Limoges qui sont ici il y a 48 heures samedi soir où on a pu entamer un dialogue avec un designer que vous connaissez qui est Ugo Della Pietra, qui est justement un des protagonistes du moment radical et qui présentait des pièces dans une galerie qui s'appelle Mercier et Associés, que je vais faire un petit peu de publicité, il faut aller voir cette exposition, dont un film absolument formidable qui a été réalisé en 75 ou en 77, où la question est bien celle du langage, le langage visuel, et de l'appropriation d'autre part. Dans une zone de banlieue, de la banlieue de Milan, entre le bidonville et les grands ensembles, donc voilà, on est encore dans cette question de la ville,
On voit des humains qui s'approprient leurs espaces en déviant les infrastructures, en privatisant l'espace vide, en bricolant, avec des systèmes assez au point et assez connus et assez basiques, en s'appropriant donc le Nomadsland, pendant que lui, le designer, Ugo Della Pietra, utilise des cartes postales qui représentent des monuments extrêmement connus et célèbres de Milan, et entreprend une action de les dénoter, de les faire se déplacer. Un exemple, il montre la carte postale de la station centrale, la gare centrale, et il dit voilà, c'est la gare centrale. Maintenant, je pense à ma gare. Et on le voit qui monte dans sa coccinelle et qui part. C'est-à-dire, ce que fait là le designer, c'est de bien de montrer que si les habitants, certains types d'habitants sont dans des formes d'autoproduction, de solutions concrètes, La Pietra, dans le film, est un projeteur. Il est un designer, il est un producteur d'idées et sans doute un auteur. Son propos est certes politique, et une partie de l'autoproduction telle qu'elle se définit actuellement se situe dans une sphère de la politique, celle de la production, mais sa position est celle de l'auteur, et cela a son importance. Et c'est évidemment cette question-là que je voudrais faire surgir maintenant. Il reste combien de temps ? 10 petites minutes. Bon, c'est parfait. Cette question de l'auteur, je vais la rattacher en fait à finalement quelque chose d'assez littéraire. Antoine Compagnon, que vous connaissez peut-être, qui a été un des élèves de Barthes et qui enseigne les procédures littéraires, dans un cours sur la question de l'auteur, précède les éléments suivants. Auctor, c'est celui qui accroît, qui fait pousser. C'est la façon dont le traduisent couramment les dictionnaires latins. L'auteur, c'est par sa plume celui qui amplifie les faits, ou dit, ou pensée des anciens. Ça vient du verbe augere. Quand on analyse la notion latine d'augere, on tombe aussi sur l'idée d'autorité, au sens fort, d'accord, qui rappelle finalement l'autoritas, qui tous donc viennent de ce même verbe. À côté de ce thème d'auctor, on trouve aussi l'augure et l'augustus. Tous ces mots, finalement, appartiennent à des sphères qui sont, à une sphère qui serait la sphère politico-religieuse. Le sens propre de augeo serait donc promouvoir. Et auctor témoigne encore de ce sens-là. L'auctor, c'est celui qui promeut, qui prend une initiative, qui est le premier à produire quelque activité, c'est celui qui fonde, qui garantit, et finalement, qui est l'auteur. La notion, bien sûr, va se diversifier, mais elle nous explique comme ça la valeur extrêmement forte d'autoritas, la qualité du haut magistrat, la validité du témoignage, le pouvoir d'initiative, mais je le redis aussi, l'acte de production. Et par rapport à cette position, d'une part, mais également à celle du lieu de l'auteur dans le design, cela me semble extrêmement important. Car s'il y a décollement, mais qu'il n'y a pas autoproduction, disons-le, il y a aujourd'hui des modes de production, ceux-là même qui finalement ont engendré des tendances. Là, je parle encore de tendances au sens de Benjamin dans ce texte, l'auteur comme producteur, et qui éloignent étrangement la problématique industrielle au profit de la position de l'auteur. Ce phénomène est industriel en tant qu'il nous parle du mouvement de l'industrie dans son retrait, mais il nous parle aussi finalement de marketing et de marché, et pas de gestes seulement et spécifiquement créateurs. Il n'a rien à voir, et je crois heureusement, avec le geste, par exemple, de l'artiste appliqué ou des arts appliqués qui projettent à travers la matière. Je prends comme exemple bien sûr le cas hollandais. Alors ça, c'est un cas tout à fait actuel, ou même de manière encore plus précise, la Design Academy à Eindhoven. Peut-être certains d'entre vous êtes allés, ou peut-être vous rêvez tous d'aller, j'en sais rien. Mais où la mise au point d'un geste ou d'une matière, ou plus exactement de ce que je vais appeler un secret de fabrication, fait fondamentalement partie de la qualité du diplôme. Pourquoi ? Parce qu'elle permet finalement au designer d'avoir une recette, d'en être le possesseur et le metteur au point, et ainsi de maîtriser sa production. Ça veut dire que, dans ce cas-là, je peux peut-être considérer que le diplôme est le moment éventuel de l'autoproduction, de cela, l'application de la recette. Mais par contre, la problématique qui suit se situe dans quelque chose qui me semble en fait peut-être plus banal et peut-être beaucoup plus problématique.
Les Hollandais, cette formation hollandaise, conjuguant le secret de fabrication, mais aussi un tas de dispositifs. Je suis désolée d'être aussi rapide, mais peut-être on pourra éventuellement en parler après. Ce dispositif, c'est en particulier un dispositif légal qui s'appelle les lois anti-crack, en fait, qui permet aux industries créatives ou aux créatifs, je ne sais pas comment il faut dire, de s'implanter dans des bâtiments de manière gratuite ou très très peu onéreuse, et donc finalement de mettre en commun et de mutualiser un tas d'outils. Donc cette formation hollandaise conjugue donc le secret de fabrication, les lois, un dispositif légal, les lois anti-crack, et moi je crois une sorte de rêve communautaire, et a promu toute une génération de designers, donc quelqu'un comme Martin Bass est l'exemple le plus établi, c'est-à-dire il est de la deuxième ou troisième génération après, on va dire, l'éclatement de ce qu'a été le design hollandais. Et Martin Bass, il est tout à fait l'exemple de ça et de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des associations de designers, ils collectivisent certains outils de production, ils organisent des pools même assez sérieux de production et se mettent à produire. Ce qui veut dire qu'effectivement, le design et son enseignement, puisque c'est une des questions qui vous intéresse ici, à l'ère, est-ce qu'on l'appelle hyper-industrielle, post-industrielle, par un étrange pied de nez, s'extirpe de l'idée de l'industrie. Un modèle réussi, soit une pédagogie originale, passe aujourd'hui, effectivement, éventuellement, par ce type de questions. Et j'allais dire la modélisation. Alors, je ne suis pas dans le terme qu'emploie Pierre Damien, mais la modélisation en ce sens que ça peut devenir un type de système d'enseignement qui finalement promet aux designers qui sortent de ces écoles une éventuelle possibilité de survie économique ou d'installation dans des formes de professionnalisation. Ce qui semble là finalement s'inventer, c'est le retour du designer à une activité plus localisée, on en a eu l'exemple, ou plutôt son individuation en tant que représentant d'un métier aux racines artisanales, à la possession d'un savoir-faire comme ouvrier. Et là, je souligne parce que finalement, ce qui se passe, en fait, je trouve, pour ces groupes, en les connaissant, en allant regarder la manière dont ils travaillent, c'est qu'effectivement, le temps occupé à produire, effectivement, le temps occupé à communiquer, le temps occupé à commercialiser, est un temps qui mange incroyablement le temps du projet, le temps de la réflexion, le temps de la projection. C'est donc une façon, et je crois que c'est important à souligner, d'associer, on va dire, par l'ubiquité médiatique des problématiques globales et une sorte de résolution locale, élitaire, élitiste, parce que Martin Bass vend dans des galeries, qui nous est proposée comme une valeur d'exemplarité, comme un exemple. Les succès récents de toute cette génération, alors il y a Job Smets, il y a Nacho Carbonell, il y a Vicky Sommers, il y a Bertian Pot, il y a Joris Larman, etc., vous les connaissez sans doute là encore tous, montrent bien la capacité de l'école et d'une certaine manière son adéquation au monde, aujourd'hui médiatique, du design. Ça, c'est quelque chose que je trouve à la fois intéressant et dont je trouve qu'il faut faire une problématique, c'est-à-dire qu'il faut faire un problème quelque part. La possibilité, du coup, d'appeler unique par légère modification ou méthode combinatoire des pièces issues conceptuellement d'une même série, remettre en avant les particularités du design, qui avec les ingénieurs et le marketing, l'avaient appliqué dans l'industrie, les gammes, c'est la question des gammes, General Motors, ou la série différenciée, et peut-être, et surtout, dans cet éloignement de l'industrie que l'on sent, l'idée que le statut à confirmer ou à acquérir est peut-être aujourd'hui ailleurs que dans la collaboration avec l'industrie. Et que le développement, on va dire, capitaliste et libéral a non pas éloigné, mais détourné le designer de ses buts premiers. On lui assène, en quelque sorte, par le biais de l'histoire. À l'utopie du Gesamtkunstwerk bauhausien et du collaborateur critique et éclairé du designer ulmien répond, dans l'organisation de l'entreprise, le pragmatisme gestionnaire et financier de l'homme de marketing qui maintenant gère la puissance financière et la reconnaissance de la marque comme une possibilité d'écoulement des produits et non pas comme intérêt envers l'outil de production dans un monde occidental où le stade du capitalisme, là encore, global, financier, davantage que productif.
Le designer peut-être, dans ce cadre-là, dans cette collaboration qui était proposée par un endroit comme l'école d'Ulm, n'a jamais voulu endosser la part harassante du travail managérial et stratégique dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de le voir maintenant, l'endosser sans aucun problème au sein de la question de l'outil de production, c'est-à-dire de la maîtrise de son outil. Et d'une certaine manière, de manière tout à fait claire, le designer peut tout à fait revendiquer les mêmes qualités que celles de l'homme de marketing, analyse des besoins, détermination des objectifs, de la forme du désir de l'acheteur, possibilité à les mettre en forme, à les communiquer et à structurer l'image d'une marque. Mais il n'a que de très très rares fois tenté ou réussi à prendre cette place ou à réclamer quelque part ce pouvoir-là. Une toute petite incise extrêmement rapide, on cite extrêmement souvent finalement comme espèce d'exemple d'association réussie Olivetti et Sotsas. On pourrait aussi citer Apple avec Jobs et Jonathan Ive. Ce qui est intéressant dans ces exemples-là, qui semblent des exemples assez comme ça idéaux de cette relation, c'est qu'en fait la question du design concerne aussi bien les contenus que les contenants, et qu'on passe d'une vision très culturelle, qui était celle de chez Olivetti, à une vision, d'une promotion de la culture ou de l'accès à la connaissance, à une vision d'une promotion du divertissement, qui est celle d'aujourd'hui. Bref, le designer, d'une certaine façon, en faisant des petites séries ou des pièces uniques, etc., ne renonce pas à la série, il la positionne autrement. En émergeant comme un acteur important et culturel de cette question de l'industrie, il a finalement trouvé des débouchés dans la galerie, il a investi le champ de l'industrie culturelle, et les étudiants en design étant de plus en plus nombreux, le chiffre, alors les chiffres sont toujours très 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 variables. On trouve le fait que le nombre d'étudiants en design, grosso modo sur la planète, pays occidentaux et pays émergents, s'est multiplié par 10, par 15, voire même par 30 dans les 10 dernières années. Ce faisant, on risque, et là je vais employer peut-être un mot sur lequel il sera bon de revenir, mais on se pose la question d'une prolétarisation, en fait, quelque part, du designer. Est-ce qu'on va avoir des batteries de designers intégrés qui seraient en fait des nouveaux dessinateurs industriels et pas plus, œuvrant à la synthèse productive des modèles, en particulier en Chine, en particulier éventuellement en Inde, pourquoi pas. Donc, reconquérir par la question de la maîtrise de l'outil de production les différentes maîtrises de ce qui fait la globalité du projet, c'est-à-dire posséder son ingénierie propre, son savoir-faire, sa chaîne de production. Ça a été, et là, enfin bon, je dirai ça après, mais ça a été quelque chose à la fois d'important, mais dont j'aimerais souligner là encore que c'est en même temps presque une négation de la question de l'atelier telle qu'on voudrait nous faire croire qu'il est. Finalement, ces designers peuvent gérer cette question-là grâce au statut d'auteur, c'est-à-dire la possibilité à être son propre entrepreneur, à être quelque part l'égal du businessman, 2 minutes si je ne vais pas y arriver, fait que on est, ou le designer est celui avec qui le projet se deal, d'accord? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en appréhendant les outils de production de cette façon, effectivement, il devient l'interlocuteur du galeriste dans le deal, par exemple, commercial. Cette revendication sur l'outil de production, quand elle est une victoire économique, contient aussi des responsabilités que je vais énumérer rapidement. Fragilité des structures, de ce type de structure, qui tient grâce au nom, c'est-à-dire grâce à la publicité de son auteur. Je continue l'exemple avec Martin Bass. Il explique très très clairement qu'après la crise de 2008, il y a eu un vrai problème structurel, c'est-à-dire que cet atelier qui fonctionnait sur l'idée d'une communauté de designers qui fabriquait des choses, il a dû licencier. Donc il est rentré absolument de manière extrêmement directe dans des problématiques qui sont des problématiques
très économique ou très vite humaine, hein, très vite directement humaine. Il a dû comment on dit, diminuer le nombre de ces modèles, le nombre des types d'objets. Enfin, il est rentré nécessairement dans des processus de rationalisation de sa production. Cette façon de faire me fait penser d'une certaine manière assez fortement à une période qu'on décrit comme étant la proto-industrialisation, c'est-à-dire la période d'avant la première industrialisation, qui correspond aux dates qu'a donné Pierre Damien, c'est-à-dire qu'on est à la toute fin du XVIIe et au début du XVIIe siècle, où des historiens comme Franklin Mendels, par exemple, ont décrit le capitalisme industriel en train de naître comme quelque chose qui était à la fois atomisé, à la fois réparti en petits ateliers, où on était dans des systèmes de production presque familiale, de production communautaire, dans les campagnes. Donc on est encore dans cette question-là, et qui finalement a permis de préparer une population à ensuite aller s'embaucher assez facilement, assez naturellement, si je puis dire, dans les centres de production industrielle. Je ne vais pas avoir le temps de faire ma dernière partie. Donc, je vais essayer de réduire et de montrer en fait que finalement, ces temps historiques, que je n'aurai donc pas le temps d'aller examiner, nous permettent quand même de sortir la spécificité aujourd'hui de cette question-là par rapport à la question de l'auteur, en définissant en fait quatre qualités qui sont importantes en fait quand on examine la question de l'auteur. L'auteur, c'est un niveau constant de valeur, c'est un certain champ de cohérence conceptuelle ou thématique, je vais essayer d'en faire une conclusion. Et l'auteur est aussi défini, et c'est Foucault qui définit l'auteur de cette manière-là, dans ce texte qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un auteur ?», comme une unité stylistique, et voire comme un moment historique, ou un moment de point de rencontre de différents événements. Quand Foucault dit, quand il y a dans une civilisation comme la nôtre un certain nombre de discours qui sont pourvus de la fonction auteur, tandis que d'autres en sont dépourvus, je pense qu'il y a quelque chose d'important par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que Foucault dit, c'est qu'un auteur est reconnu comme auteur à partir du moment où il a la possibilité à être, on va dire, transgressif ou provoquant. Ça veut dire que le discours dans notre culture, et je cite là encore Foucault, c'était pas à l'origine un produit, une chose, c'était bien et essentiellement un acte. Et ça me semble extrêmement important, puisque cet acte, d'une certaine façon, c'est aussi la position que le designer doit pouvoir avoir. Comment doit-il pouvoir l'avoir ? Comment doit-il pouvoir l'avoir ? Il doit pouvoir l'avoir tout simplement en se posant les bonnes questions, qu'il soit dans la production, dans la coproduction ou dans l'autoproduction, et c'est un peu, d'une certaine manière, un des points qui me semblait important. Je vais sauter des passages. C'est d'arriver à poser la question ou une question dans la position de l'œuvre au regard ou à l'égard des rapports de production dans la société d'une autre façon. Ce que je veux dire là, c'est une des façons de poser la question, ça serait qu'est-ce qui revient à l'œuvre, à la pièce autoproduite, puisqu'on parle d'autoproduction, au sein de ces mêmes rapports. Autrement dit, quelle est la technique et même quelle est la qualité technique des œuvres. Si j'introduis là la question de la technique, c'est bien sûr pour la relier à ce qu'on a dit avant, mais c'est pour l'envisager dans un rapport avec ce qu'on pourrait appeler la technique littéraire. D'accord ? La technique littéraire, c'est ce qui forme, on va dire, la tension, c'est ce qui imprime, qui crée la tension entre la tendance d'une époque, d'une société et la qualité. Grosso modo, on peut le réduire, si je puis dire, à cette question-là. Un écrivain qui n'apprend rien aux écrivains n'apprend rien à personne. C'est un petit peu ce que j'en ai envie de dire, c'est-à-dire un designer qui n'apprend rien au designer n'apprend rien à personne. Là où j'aimerais que l'on soit d'accord,
c'est sur le fait que ces questions ne parlent pas de nouveautés, ne parlent pas de dernières choses, mais que l'on parle bien ici de la technique du designer, c'est-à-dire cette capacité qu'il a comme auteur à produire une tension entre la tendance et la qualité. C'est-à-dire d'une certaine manière l'exigence de réfléchir et de se demander quelle est sa place dans le processus de production. Pour conclure, de manière vraiment très rapide, Antoine Compagnon, quand il finit son cours sur l'auteur, il dit voilà, je désire l'auteur, j'ai besoin de sa figure. L'auteur, cette figure que je désire et dont j'ai besoin, est important, car je ne lis pas un texte comme s'il était sans auteur. Il me semble, moi, que je préfère aussi un designer auteur de sa conception, plus peut-être même que de sa fabrication. S'il n'est plus un designer, il est un entrepreneur ou un artisan, et que je sache, pour le moment, les écoles d'art ou celles de design n'ont pas encore décidé de faire ou de mettre au point un enseignement de type managérial. On dit que ce sont des choses qui nous manquent, mais c'est une décision, c'est un petit peu ça l'idée, d'une certaine façon. Au moment où nous sommes certainement à la croisée de paradigmes qui s'échangent, dans un monde qui certes a érigé le profit en valeur absolue, c'est aussi ce qui a été démontré, hein. La démonstration tout à l'heure c'était au bout d'un an et demi, ben je gagne 0 euros. Je pense que la question de l'autoproduction n'est valable qu'à la mesure d'une autre activité que vous connaissez tous puisque c'est le titre d'un projet célèbre qui est l'autoprojection. Alors d'une certaine manière, je veux penser que la question de la production, c'est la question de la situation de la production. Et que la situation de la production, évidemment, le designer doit et peut la réfléchir. Le Fab Lab, par exemple, n'est pas pour moi une structure qui s'intéresse au design, mais c'est bien le design qui s'est intéressé au Fab Lab. Il convient donc que le designer soit clair sur sa position, et j'espère évidemment que ce sera un des enjeux des discussions que nous aurons. Voilà, je vous remercie. Même de notre journée d'études. Je vais donc aussi appeler François Brunet.